bonjour Romain, bonjour Jonathan. Du coup, je vous ai convié pour faire une petite vidéo pour que vous racontiez votre histoire aux personnes qui suivent OAKA. Donc, vous avez participé au Babel Raid en 2019, tous les deux. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter et puis présenter le concept et le Babel Raid? Bonjour Sophie, merci pour cette reconnaissance par rapport au Babel Raid, parce que ça a été une belle expérience pour nous deux. Donc moi je m'appelle Romain, je suis développeur web et j'ai participé au Babel Raid avec Jonathan qui va se présenter. Alors, bonjour, je m'appelle Jonathan, j'ai participé au Babel Raid avec Romain, du coup. Après, par rapport au Babel Raid, donc du coup, c'est un raid humanitaire à la base, où il est ponctué de défis. Du coup, le départ est à La Rochelle. En fin de compte, donc on traverse le sud de la France, passe les Pyrénées. On traverse l'Espagne complètement, où là, on avait des défis à réaliser en Espagne, en fin de compte. Tout au long de la route, on avait des défis. Alors après, c'était libre, hein. On n'était pas obligé de participer à tous les défis. Le but à la fin, c'était d'arriver avec le plus de défis réussis, en fin de compte, pour éviter de perdre des points. Et ensuite, c'était des étapes au Maroc, en fin de compte. Donc on a pris le ferry et on a traversé tout le Maroc jusqu'à Marrakech. Ok, super. Et les défis, c'était quoi comme type de défi? Bon, il y avait un peu de tout. Il y avait du lancer de babouche, il y avait de la course d'orientation, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a loupé le paintball, mais ça on en reparlera après. Enfin, voilà, il y avait plein de défis. Il y avait courir dans une boule. C'était vraiment sympa. Et du coup, ça dure combien de temps en fait le Babel Raid? Du coup, c'est 12 jours depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Ok. Euh, Ok. Et tout le monde peut y participer. Il y a de tous les âges. Avec quelle voiture? Enfin, c'est quoi les prérequis en fait pour participer au Babel Raid? Si demain quelqu'un écoute cette vidéo et aimerait y participer, est-ce qu'il y a des restrictions, des choses à savoir? Alors il me semble pas qu'il y ait de restrictions. C'est non, vraiment ouvert à tout âge. Parce qu'en fait, il y a deux catégories. Il y a même une catégorie dit étudiante et une catégorie dit adulte. Donc, les étudiants sont dans cette partie-là. Ils partent quand il y a les départs, il y a des départs un peu différés. Et non, ça va vraiment de tout âge. Je crois que le doyen de notre édition, il devait avoir 75 ans ou un truc comme ça. ouais, je crois que c'était dans ces eaux-là. Ouais, et les plus jeunes, forcément, les étudiants, c'est 17, 18 ans, quoi. Ok. Maintenant, Et c'est du coup, plus 18 c'était parce qu'il faut quand même c'était avoir deux le classements. permis. Ouais, ouais. Peut-être avoir le permis, c'est mieux. C'est mieux, hein, on ne peut pas encore le faire à trottinette, hein. Après, Donc, au niveau ça des dépend comment véhicules, on est limité à ça. ça dépend aussi de l'organisation des équipages, hein. Ils sont pas obligés de faire un roulement. Il y en a un qui pouvait conduire tout le long et puis l'autre faire le copilote, quoi. Oui, c'est Donc pas le faux. permis n'était pas forcément obligatoire pour Ah tous, oui, quoi. Donc oui. après, Pas faux. Et donc vous étiez combien du coup sur la ligne de départ, vous savez à peu près? Euh, nous, notre édition, je crois qu'on était une 103 équipages. Je crois que ouais, il c'était me ça. semble. D'accord, donc ça fait déjà pas mal de monde et tout le monde a la même voiture ou c'est quel type de véhicule? Alors non, les voitures, c'est libre totalement. En fin de compte, tout le monde peut prendre ce qu'il veut. Tant que ça a 4 roues et un moteur, je crois qu'il n'y a pas vraiment de limite en fin de compte. Nous, en véhicule, on était parti avec une 205. Après, il y avait de tout, hein. Il y avait des 4L, il y avait des Porsche, il y avait des Mercedes. Ouais, enfin voilà, il n'y avait pas de Et limite dans le type de véhicule, quoi. il y avait même des mini. Même des Les mini, Cooper. les mini, ouais, les mini Cooper, elles ont bien galéré quand même à la fin, Ouais. parce que on les Et rencontrait et tout. Ok, en fait oui, c'est toutes les voitures deux roues motrices, peu importe le modèle et l'année, tout le monde peut y participer quoi. C'est ça, du moment qu'elle est équipée. Après, ils obligent quand même, il faut qu'il y ait une plaque pour protéger tout ce qui est moteur et ces choses-là, hein. Ok, donc du coup, d'accord. oui, donc vous aviez eu une préparation spécifique à faire pour le départ, donc avec votre voiture. Donc vous aviez une 205, il y avait une liste de choses à réparer dessus, c'est ça, une liste de matériel à avoir sur la voiture en fait.
Nous, par Ouais, rapport à la voiture, en fait, on s'est pas forcément trop embêté puisqu'on a fait une location de la voiture. D'accord. Du coup, elle a été préparée intégralement par le préparateur. Et donc, du coup, enfin, voilà, on est arrivé, c'était du clé en main, quoi. On prenait les clés, on a donné quelques instructions et puis c'était tout. On, on a un peu esquivé cette partie-là qui pouvait être Oui, d'ailleurs, merci, problématique pour nos compétences de mécanicien, on va dire. merci à Rinjono Auto. Ouais, d'ailleurs, merci Pour- à eux parce qu'ils ont fait du bon boulot sur la ouais. préparation. donc vous, par rapport aux autres, vous y connaissiez presque rien en mécanique ou vous aviez quand même regardé un petit peu comment fonctionne la mécanique d'une 205 avant de partir? Alors, absolument pas, en fait. On est parti confiant sur la Ouais. préparation. Après, moi, personnellement, j'y connais strictement rien. Joe a plus de compétences quand même. Il a déjà touché un petit peu plus au niveau des bagnoles et tout. Donc, Ah, il partait quand même pas de zéro. Tu partais pas quand même de zéro, je pense pas. non, je partais pas de zéro, mais bon, Euh, c'était vraiment très ridicule comparé à ce que les autres ouais. avaient comme bagage de mécanique, quoi. Après, moi, le seul truc que j'ai fait, tu vois, c'est changer une roue, quoi. C'est déjà un bon début, quoi. Quand on nous a annoncé, je ne veux pas spoiler, mais le soufflet de cardan, il est percé. Ah bon? Bah, du coup, qu'est-ce qui vous est arrivé alors avec votre voiture, votre 205? Vous avez eu des problèmes mécaniques sur la voiture? Alors, le seul problème mécanique qu'on ait pu avoir qui nous a empêché de repartir, c'était le carburateur qui était encrassé en fin de compte. Donc, du coup, on a pris le temps de le nettoyer correctement et puis on a pu repartir. Après, sinon, dans l'ensemble, on n'a pas vraiment été embêté. On a pu rouler tout le long. La voiture démarrait super bien. On n'a pas eu de grosses casses, en fin de compte, comme ont pu avoir certaines autres équipes. Euh, Après, c'était des petites bricoles à faire le soir quand on rentrait, quoi. On a arraché un soufflet de cardan en roulant, mais ça nous a pas empêché de rentrer, en fin de compte. Donc, on a simplement réparé le soir. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je ne sais plus. Bah, le pare-choc, peut-être. Ah oui, oui, le pare-choc. On a laissé, enfin, mon copilote a laissé le pare-choc dans une dune. Ma copilote, sur le coup, j'étais pilote. Ouais, t'étais le pilote, ça, je me suis compris dans le terme. En fait, ce qui s'est passé pour tout raconter, tu vois, c'est on roulait avec un groupe qu'on a rencontré pendant l'aventure sur les premières épreuves, les premières journées. Et à un moment, je les regarde, ils sont tous passés et ils me disent ouais, vas-y, passe tout droit, vas-y, ça passe, ça passe. Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Moi, j'y vais à fond et puis tout droit, quoi. Première bosse, ça C'est pas passe. facile. Deuxième bosse, ça passe. Troisième bosse, ça passe plus. Voilà. Et troisième, j'arrive, ils étaient tous en train de rire. Il fait, je crois que tu as oublié un truc là où je fais, oh ouais, quand même. Là. Du coup, comment vous avez fait? Vous avez gardé le pare-choc avec vous dans le coffre pour le reste? Vu que c'était une location, on savait pas trop comment se débrouiller, donc on a chargé le pare-choc sur une autre voiture qui avait la galerie qui a pu nous le ramener le soir au camp. Et puis après, du coup, on a contacté notre loueur qui nous a dit que non, ça servait à rien de le garder. On a réparé juste les longues portées parce que c'était handicapant. D'ailleurs, le jour où on a cassé le pare-choc, en fin de compte, le soir, c'était entre guillemets, on devait rentrer de nuit. Et du coup, on voyait pas 2 mètres devant, quoi, sans les longues portées. Donc, c'était un peu compliqué, quoi, pour rentrer. Ouais, c'était Après, c'est l'aventure, quoi. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Parce que Quand même après, en réparé. fait, On a quand même. on est rentré de nuit. À la base, c'est pas forcément, on rentre pas de nuit. Et c'est juste que sur le chemin, en fait, il y a des pilotes, un autre équipage en fait qui est tombé en rade avec qui on roulait. On les a aidés et du coup ça a complètement retardé tout et puis ouais bah, la nuit est tombée et l'aventure a pris un autre tournant mais bon voilà ça s'est bien passé donc tant mieux. Mais vous avez réussi quand même à apporter vos collectes? Ouais, parce Ouais, qu'en fin de compte, là, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une certaine heure pour être maximum pour arriver au point de collecte, en fin de compte, et, parce qu'après, ils terminaient les collectes pour pas que ça dure trop longtemps pour leur organisation, je pense. Et donc, du coup, passé ce délai-là, on pouvait plus déposer les dons, en fin de compte. Donc, c'est pour ça qu'on a chargé tous les dons que eux avaient, parce qu'ils étaient bloqués en bord de route, pour pouvoir nous les déposer ensuite, et puis on a récupéré nos valises après le soir au camp, quoi. D'accord, ok.
Et il y a une autre action un peu solidaire, non? Où vous plantez des palmiers, quelque chose comme ça? Oui. Ouais, Un, tout à fait. un autre moment de l'aventure ou c'est au même moment, au même endroit? Non, alors c'est un autre Carrément. moment de l'aventure en fait. Là, on a une après-midi, comment dire, l'étape, elle est prévue en fait pour arriver à un point où tu vas rentrer dans une palmeraie. Et du coup, là, bah, ils forment des groupes pour pouvoir aller avec des habitants locaux, aller planter des palmiers en fait, dans la D'accord. palmeraie. Ok. Donc du coup, voilà, bah, tu suis la personne et puis elle t'emmène et puis tu vas chercher les palmiers, tu creuses, tu les plantes. Voilà, il y a un moment convivial et c'est assez sympathique à partager avec les habitants, quoi. Ouais, donc Ouais, vous avez chacun maintenant votre petit palmier dans une palmeraie au fin fond du Maroc, quoi. C'est alors, ça, c'est ça. concrètement, ouais, on en a deux ou trois chacun. Ouais. Ouais, parce qu'après, finalement, en fait, ça dépend aussi, parce que pendant la préparation pour l'aventure, en fait, aussi, tu as la partie, tu peux faire des dons. Chaque équipage peut aussi collecter des dons pour acheter des palmiers. D'accord. Et donc, du coup, bah voilà, après, tu as déjà ta préparation et en même temps, tu as aussi bah, ces dons pour acheter les palmiers. Et bah, ces palmiers-là, c'est ces palmiers-là, en fait, qu'on va planter lors de cette journée. Et comment ça se passe plus concrètement sur l'organisation? Une journée type. Les levées, c'était assez variable en fin de compte. Ça dépendait de l'étape. En fin de compte, le soir, on avait un débrief et du coup, ils nous disaient à quel moment on démarrait le lendemain en fin de compte. Après, on devait tous être au point de départ, à la ligne de départ à une certaine heure. Et puis après, c'était des départs par vague. En fin de compte, les premiers arrivés partaient. Et puis voilà. Et pour que toutes les voitures aient un espacement, qu'il y ait un espace entre chaque voiture après le départ, quoi. L'orientation, en fin de compte, ça se faisait au roadbook, donc c'était de la lecture de roadbook. Donc ça se passait en kilométrage et en temps pour pouvoir trouver un itinéraire, en fin de compte. Euh, Après, donc le midi, souvent, on mangeait pas ou alors il fallait avoir prévu, en fin de compte, pour pouvoir faire son parcours. Après, ça arrivait des étapes où on a pris le temps de manger, d'autres où on était tellement dans l'étape on a mangé que le soir, en fin de compte. Voilà, après, toute la journée, donc c'était de la navigation essentiellement. Et puis le soir, c'était ponctué pendant cette navigation. Donc dans le roadbook, à certains moments, on avait des défis en fin de compte à faire. Après, en fonction de comment on se débrouillait à l'orientation, on pouvait les louper aussi, ces défis. Ça nous arrivait quelquefois de louper des défis parce qu'on s'était perdu dans l'orientation, en fin de compte, hein. On a sauté des étapes. Et puis voilà, après le soir, on se retrouvait tous au bivouac ou à l'hôtel en fonction de ce qui était prévu par l'organisation. Et puis on repartait le lendemain pour une nouvelle série, quoi. D'accord. Alors, au niveau du roadbook, il me semble que tu l'as pas dit, quand il nous débriefait, en fait, donc il nous disait, en fait, le matin même, on avait une préparation, il nous délivrait, on allait chercher, en fait, le copilote de la journée, allait chercher son roadbook, et on avait, je crois, une demi-heure avant de partir un petit peu. Enfin, nous, on se laissait une demi-heure pour pouvoir préparer, en fait, notre roadbook, parce que tu peux mettre des Ouais. annotations, puis préparer un petit peu en amont. Et C'est puis, surtout qu'il n'y avait pas forcément le calcul des temps qui était déjà fait, donc il fallait tout voilà, recalculer en fonction voilà. des Et en kilométrages. fait, eux, ce qu'ils font, c'est que pendant cette période-là, généralement, soit le copilote, donc lui, il préparait son roadbook, et le pilote pouvait en fait faire un défi avant sur la grille de départ, et à la fin, sur l'arrivée. En fait, il y a un défi tous les jours qui est mis en place. Bah, je pense que c'est pour occuper un peu aussi le pilote, le temps que le copilote fasse son exercice. D'accord, donc tous les C'était jours des au défis. départ, vous avez un petit défi et tout ça, ça vous permet de vous classer après la navigation et les défis. Ça vous donne ensuite un classement final? Tu commences avec 500 points, si je ne me trompe pas, et puis bah, après tu dis voilà, je vais miser tant de points. Si tu le réussis, bah, tu perds pas de points. Si tu réussis pas, par contre, tu perds des points, et donc du coup, bah, le classement varie par rapport à ça et par rapport aussi
à ton temps de départ et d'arrivée par rapport à eux, ce qu'ils estimaient par rapport au roadbook. D'accord. Voilà, des minutes en retard, bah, c'est des minutes en moins, des minutes en avance, c'est des minutes en moins. En fait, il faut essayer d'être le plus juste possible par rapport aux indications. Parce que c'est ce que fait aussi le roadbook, c'est qu'il te donne des indications et il te dit entre telle case et telle case, bah, tu dois mettre par exemple 7 minutes. Et si tu en mets un petit peu moins ou un petit peu plus, ben forcément, tu n'es plus dans les temps. Alors après, tu as des checkpoints qui te permettent, en fait, c'est pas tout le temps, hein. Donc ça, tu sais pas où sont les checkpoints. Ils vont valider un temps et ils vont te dire, bah voilà, là, tu es en avance, là, tu es en retard, donc tu as X points de retard. D'accord. Et donc, ça a été difficile pour vous de faire du roadbook et de la navigation. Vous êtes perdu, vous avez des histoires à raconter? Quand c'est la première fois, ouais, c'est pas facile à appréhender comme système de navigation. On va dire que le GPS c'est beaucoup plus simple. Mais après, non, dans l'ensemble, ça s'apprivoise bien comme système et il faut juste prendre le temps de regarder comment ça fonctionne. Et après, oui, on s'est garé, hein. On va pas dire qu'on a fait des étapes parfaites, hein. Et lequel d'entre vous était le meilleur copilote? Jeu. Ouais, je pense qu'en copilote, je m'en sortais mieux que Romain. Après, au niveau pilote, il était meilleur que moi, quoi. Parce que j'ai eu quelques mésaventures, notamment avec un arbre. Ouais. Ah, il y a un moment, on s'est égaré complètement dans un village. On a omis quelques étapes en fin de compte. C'était notamment le jour où on devait faire du paintball. Sauf que du coup, on s'est perdu complètement. On s'est planté une première fois dans un WED. Donc, il y a des habitants qui nous ont aidés à ressortir. On s'est dit, bon, on va changer de route. C'est pas par là qu'il faut passer. On a pris un autre chemin qui était laborieux, mais on a réussi à passer. Et en fin de compte, on a atterri dans un village, mais sauf qu'on avait loupé une dizaine d'étapes. En fin de compte, on a retrouvé 10 étapes plus loin par rapport à le chemin qu'on aurait dû faire en fin de compte. Et donc, du coup, dans ce village-là, on se dit, bon, on va faire demi-tour, on va essayer de retrouver le chemin qu'on aurait dû prendre. Et seulement en voulant reculer, on était tellement ensablé, la voiture était tellement pleine de sable que j'ai reculé dans un olivier, quoi. On l'a un peu couché, quoi, cet olivier, mais bon, après, ça s'est arrangé. Oui, et puis tu partages des choses au jour le jour qui sont complètement différentes. Donc, tu vois des paysages incroyables, j'imagine. Et bon, on n'en a pas trop parlé au départ, mais du coup, c'est combien le prix en fait pour participer au Babel Raid? Il me semble que c'est 3300 le tarif complet. La Et après, quand totalité. tu es en inscription, plutôt, en fin de compte, c'est entre 3000 et 3000. Nous, je pense Ah qu'on a oui, payé. oui, ouais, ouais, oui, c'est ça, ouais. Oui, en fait, tu peux faire une préinscription où tu donnes un peu de sous et après, ouais, le reste à finaliser, ouais, ça doit être ça. D'accord. Et donc, vous avez fait comment pour avoir tout cet argent pour faire le Babel Raid? Vous avez trouvé des sponsors? Ouais, ouais, on a cherché des sponsors. Bah, après, on a fait, bon, première chose, on a fait le truc un peu classique. On a été un peu faire du porte-à-porte, voir les entreprises, leur expliquer un peu le concept, faire un flyer que d'ailleurs j'ai gardé. Voilà. Il est flou. Il est flou. Ah, il est un peu flou. Ah, il est flou. Bon, elle est floue. Tant pis. Du coup, ouais, on a fait un flyer pour expliquer un peu le concept et puis voir les entreprises qui pourraient nous aider. On a essayé de cibler aussi forcément les entreprises voilà, qu'on sait qu'on peut trouver, qui pourraient avoir les moyens de nous financer et que ça pourrait les intéresser. Après, c'était un peu des idées à gauche, à droite qu'on a pu avoir. Typiquement, faire un vide-grenier, tu vois. D'accord. Récolter des choses un peu à gauche, à droite dans ta famille, et puis tu prends une place dans un vide-grenier, et puis tu essaies de le vendre. Et puis, en plus, nous, on a eu la chance que c'était dans une bonne période, c'était en été. Donc, tu as des fruits, tu vas aussi récolter des fruits à gauche, à droite, et puis tu essaies de vendre tout ça pour te faire une petite cagnotte, quoi. Et puis, il y a même des gens aussi qui, sans acheter des objets, te donnent un peu de sous pour ton aventure, quoi.
On a fait aussi quelques partenariats avec des entreprises, notamment une fabrique de bière en fin de compte, euh, où on avait pu acheter à des tarifs intéressants de la bière, faire des coffrets pour pouvoir revendre. C'était plus sous période de Noël. D'accord. Voilà. Et Donc- puis après, avec les bières, en fait, ce qu'on a voulu faire aussi, pour pas juste dire on vend des bières, c'est qu'on faisait un coffret en fait en bois pour aussi se rapprocher un peu de notre thème de nom de team, les bûches, parce qu'on est dans une région assez forestière. Donc, et puis, bah voilà, on aime bien aussi bricoler, on aime bien rénover, et puis voilà, c'est un peu aussi façon écologique, tu vois, rentrer tu plantes des palmiers, mais aussi nous, de notre côté, chez nous, pour collecter, on a récupéré des palettes et on faisait des coffrets avec des palettes, quoi, pour vendre nos bières, quoi. Donc, c'était sympa aussi ce truc de pouvoir créer quelque chose, de le vendre, et puis bon voilà, t'expliques, et puis les gens tout de suite adhèrent vachement. Je trouve que le concept est vraiment intéressant à ce niveau-là. Oui, c'est de l'investissement temps, perso. J'imagine que ça a été pas mal de week-ends pour vous. Ouais, c'est beaucoup de temps passé en fait, mais après À voilà, couper des le planches. jeu en vaut la chandelle, quoi. Ouais. Et du coup, quels auraient été vos meilleurs moments et vos pires moments? Des difficiles, après, bon, on va pas se cacher, il y a eu des petites prises de bec, voilà, mais après, bon, moi je dirais que c'est peut-être ça le plus difficile, mais encore, voilà. Quand tu pars 12 jours, forcément, tu peux pas être d'accord avec tout et de la façon dont réfléchissent les gens et ces choses-là. Donc, c'est peut-être ça le pire. Après, le mieux, bah, je dirais, moi, c'est vraiment l'expérience en général. Parce que, bah, voilà, moi, je l'ai partagé avec Joe. Donc, il n'y a pas mieux. Voilà. Moi, c'est l'expérience en général. Je pense que le raid en général, tout ce qu'on peut te raconter, tout ce qu'on a pu dire dans l'interview, on recherchait ça. On s'est dépassé, on a découvert d'autres trucs, on a vécu des galères, avec la méca, les paysages étaient magnifiques. Donc, non, non, c'est. Le mieux, c'est de le faire pour se rendre compte de ce que c'est, quoi. Ouais. Ouais. Ok, du coup, maintenant que vous avez fait donc, le Babel Raid, est-ce que vous seriez prêt à faire une autre aventure ou à refaire le Babel Raid peut-être? Alors, Pour le moment, pour moi, c'est un peu compliqué, parce qu'en rentrant du Babel Raid, je suis devenu papa, donc là, du coup, ça va être un peu compromis pour quelques temps, mais pourquoi pas, ouais, ça peut être une bonne chose. D'accord. Et toi, Romain? alors moi, ouais, moi j'aimerais bien repartir. Alors, pas forcément sur un support motorisé. Ça serait D'accord. vraiment plus un support type vélo. Alors, tu vas me dire motorisé, finalement, si c'est vélo électrique, c'est un peu motorisé quand même. C'était super ce petit échange. Vous avez pu bien nous éclaircir sur qu'est-ce que le Babel Raid. Et en tout cas, ça donne très envie de le faire et de partir à l'aventure, surtout en ce moment. On aimerait bien. Du coup, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un petit mot pour la fin. Bon, merci à tout le monde. Et puis, ouais, n'hésitez surtout pas à sauter le pas et puis à tenter l'aventure, j'ai envie de dire. Super. Bah, merci beaucoup. Et puis peut-être à bientôt, du coup, sur une prochaine aventure sportive ou motorisée. Pourquoi Ça pas. marche.